Hey, yo, what up, Bird? For the record, you are identifying the defendant, Marquise Hilton. It's just Bird to me. Bonjour, je suis Marius Notet et voici une vidéo de la chronique dessinée. Comme convenu dans la chronique précédente, je vais parler ici de Bonu Pun Pun, qui est un manga terriblement triste de Inyo Asano, prépublié entre 2007 et 2013 et sorti dans sa version finale chez l'éditeur Shogakukan. Il a été publié dans sa version française chez Kana dans sa collection pour adultes. Bonu Pun Pun parle d'un jeune japonais Pun Pun, de sa découverte du monde et de sa difficulté à s'adapter à la société moderne. On le suit à différentes étapes de sa vie et de la manière dont il va se construire à travers ses relations, ses traumatismes et ses obsessions. C'est une œuvre assez particulière à aborder déjà parce que cette BD aborde des thèmes assez durs comme la dépression, l'abus sexuel, les pulsions malsaines, etc. Je l'ai lu intégralement 2 fois avec quelques années d'intervalle et à chaque fois j'ai été parcouru des mêmes sensations. Au début de la lecture, j'ai surtout été enthousiasmé par l'intelligence de la mise en scène de l'auteur, et puis plus on avance dans le récit, plus l'histoire s'alourdit et devient dure à supporter. Une mise en scène complexe qui fusionne avec des thématiques délicates font que la peur d'obscurcir certains éléments importants en imposant sa propre vision des choses est à considérer avec sérieux quand on parle de cette BD. D'ailleurs, une des grandes thématiques de Bonu Pun Pun est la subjectivité, que nous possédons tous un monde intérieur complexe et que nous façonnons et adaptons la réalité selon notre sensibilité et notre expérience de vie. Au début du récit, c'est la cassure entre le monde de l'enfance et celui de l'adulte qui est soulignée. Cette barrière hermétique est surtout posée par les adultes qui ne considèrent pas les enfants à leur juste valeur, qui ne les traitent pas comme leur ego. Il leur résulte beaucoup de confusion chez ces enfants sous-estimés, et la violence du monde dont ils sont témoins leur est d'autant plus difficile à appréhender. On lit principalement cette BD par le prisme du personnage de Pun Pun, de la manière dont lui voit les choses. Si son professeur a l'air d'un fou, c'est parce que c'est ainsi que Pun Pun et globalement une partie des élèves le voient. Si on changeait de point de vue et qu'on se mettait dans la peau du professeur, il serait lui aussi représenté par une image métaphorique s'alignant sur sa propre appréciation. Peut-être celle d'un professeur adroit et exemplaire, ou encore d'une loutre déprimée, tandis que ses élèves seraient de tout petits êtres faits de verre brisé, qui sait dans le fond. Quand le professeur menace les élèves de leur tordre le cou, peut-être que c'est parce que les élèves ressentent la parole de leur prof comme une intimidation à la hauteur de cette violence, alors qu'ils ne les menacent en fait que d'une mauvaise note ou d'une punition classique. C'est la folie personnelle de chacun qui devient alors tangible et donne le vertige si on commence à tenir compte de la complexité du jardin secret de chaque individu. Grâce à ce parti pris, les codes de la BD qui servent à amplifier des attitudes ou des comportements peuvent être vus non plus comme un langage graphique anodin, mais comme des éléments importants pour mieux se représenter l'univers mental de Pun Pun. Pun Pun trie, analyse et perçoit selon sa propre subjectivité. Cela peut faire relativiser le lecteur sur la réalité objective du monde auquel il n'a pas accès lors de sa lecture. Plutôt que de défendre un point de vue, comme par exemple une idéale amitié virile dans les shonen, Inyo Asano nous parle plutôt avec nuance et donne un air d'instabilité à nos convictions de lecteur. On peut par exemple partir de cette idée que lorsque l'on se souvient de quelqu'un, l'image qui nous vient en tête n'est pas aussi détaillée que la réalité. On se remémore des morceaux, des éléments signifiants qui nous semblent bien définir la personne, que cela soit sur son aspect physique ou sa personnalité. Une synthèse parlante qui peut en dire long sur notre opinion de la dite personne. Dans sa chanson « Ces gens-là », Jacques Brel parle du père de sa bien-aimée en l'appelant la moustache du père, la moustache qui devient alors la personne en soi et qui résulte d'une vision du monde du narrateur qui est forcément réductrice. Les parents de Pun Pun, papa Pun Pun et maman Pun Pun, sont représentés comme une famille issue d'un livre pour enfants et ce jusqu'à leur nom, du genre enfant ours, papa ours et maman ours. D'ailleurs, lorsque la famille se brisera, Pun Pun prendra le nom de famille de sa mère et deviendra Pun Pun Onodera, au lieu de Pun Pun Punyama, et l'absence d'un troisième Pun redondant dans son nom complet montrera un éloignement du monde de l'histoire pour enfants avec ses noms rigolos et improbables. La famille entière est donc basée sur la même base graphique et est légèrement déclinée pour donner à chaque membre une personnalité propre. L'exception notable est le grand-père de Pun Pun qu'il ne connaissait pas. Il le rencontre à la veille de son enterrement sur son lit de mort et le perçoit sans filtre et avec détachement, comme un vieil homme complètement étranger. Vu qu'on est dans une BD, on peut y assigner un discours sur le dessin. La manière dont un dessinateur représente les choses peut montrer certains éléments de sa manière de voir le monde et de le synthétiser dans des éléments qui lui semblent pertinents pour dégager une émotion particulière. Si Pun Pun dessinait sa famille, probablement qu'elle serait comme de la manière dont il l'aperçoit dans le manga. Mais parfois, quand une réalité du monde caché des adultes surgit dans le quotidien de Pun Pun, des éléments des personnages se démarquent soudainement et se calquent sur le dessin plus réaliste du reste du manga. Cette irruption, qui se traduit donc par une cassure graphique, donne une sensation de violence.
Punpun apprend à voir les membres de sa famille autrement que ceux-ci oublient leur effort habituel de préserver Punpun de leur monde. A contrario, la mère de Punpun, qui traite son fils avec une apparente franchise, ne sera jamais montrée autrement qu'en pur dessin oiseau. Punpun ne remet pas en question la manière dont il voit sa mère, peut-être parce qu'elle affectionne une certaine transparence, peut-être parce que Punpun a une idée très arrêtée sur elle et ne cherche pas à en savoir davantage. Une relation graphique qui en dit long sur la relation compliquée entre les deux personnages. Dans la même idée, le fait de confronter Punpun avec un décor très réaliste tend à montrer notre difficulté d'humain qui somme des boules d'émotions à s'inscrire dans un monde matériel et très imposant. On dit que l'on peut davantage se projeter dans un personnage à forme simple, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Effectivement, une représentation abstraite de l'humain comme un animal anthropomorphique peut aider à mettre de côté une identification ethnique par exemple. Mais je ne sais pas pour autant si je peux davantage me projeter dans les émotions des expressions de Mickey que dans un bon acteur. J'ai de gros doutes à ce sujet-là et l'apparence initiale de Punpun est loin d'être une figure neutre de laquelle n'importe qui peut se voir. Au contraire, il y a beaucoup à lire dans ce graphisme. Le monde de l'enfance, une certaine réserve, un être à fleur de peau. Punpun est une personne qui a du mal à trouver sa place dans la société, il ne sait pas se comporter naturellement avec les autres, a du mal à accepter qui il est, quel est son caractère. Tout ceci fait de lui un personnage très défini et si on se projette effectivement dans Punpun, c'est qu'on se reconnaît dans son mal-être et non qu'il est une coquille vide que l'on peut interpréter comme bon nous semble. C'est même amusant de voir que beaucoup défendent cette idée de pouvoir voir en Punpun n'importe qui, vu que ce dernier se considère justement comme une personne manquant de consistance. Pour le coup, cette image dévalorisante et péjorative est renvoyée à Punpun par le monde qui l'entoure, mais aussi par le lecteur. Ce n'est pas parce que la forme de Punpun peut se tordre selon son émotion du moment que cela veut dire que les autres protagonistes perçoivent effectivement ce qu'ils ressentent. Tout dépend de la situation et du moment, et la plupart du temps, cette information n'est pas donnée au lecteur. Le monde intérieur des autres personnages est ambigu et est complètement soumis à notre jugement. D'ailleurs, il y a un personnage d'autrice de BD, Sachi, qui est la personne qui fournira le plus d'efforts pour comprendre Punpun et l'aider à progresser. En effet, qui de mieux qu'une mangaka placée au sein d'un manga pour comprendre un personnage de manga? Je disais tantôt qu'un dessinateur s'exerce à capter au mieux par le dessin sa vision du monde. Dans ce cas, une dessinatrice comme Sachi possède davantage de clés de compréhension pour appréhender un personnage comme Punpun. Je parle de personnage de manga car plus que quiconque, Punpun semble avoir une relation particulière avec le récit qu'il parcourt. Déjà, de par son apparence qui dénote, mais aussi, quand on zoome sur lui, le trait ne s'adapte pas comme tout le reste du dessin. On voit l'encre qui dessine Punpun, les contours bu par le papier. Bonnu Punpun parle du recherche du sens de la vie, et le destin d'un personnage de BD est prédéterminé. Il ne peut que revivre la même histoire, et quand le dernier tome est publié, sa fin est alors inéluctable. Quand on regarde des discours de déterminisme social et des gens classés comme des bons à rien définitifs de la société, cela fait écho à la vision du monde dans laquelle est enfermé Punpun. Un monde presque photoréaliste et trop tangible pour un personnage au sentiment exacerbé et incontrôlable. Je reviendrai à la fin de la vidéo pour développer cette analyse méta du manga. Le fait que Punpun s'exprime sans bulle de dialogue est intéressant. Avec du recul, ça peut sembler étrange de faire s'exprimer un personnage soit sans support de texte du tout, soit avec le texte en décalé. La complexité de notre manière d'appréhender la vie est montrée par la multiplicité des types de mise en scène. Toute cette grammaire et les multiples interactions qu'elles peuvent avoir entre elles permet à Asano d'offrir à Punpun un énorme panel d'expressions. Le lecteur va pouvoir y projeter son ressenti, comme par exemple l'absence d'encadré qui peut suggérer une certaine légèreté et suspension dans le temps. Parfois, le placement d'un texte à lui seul suffit à dégager de l'émotion. Le fond noir pouvant représenter parfois une introspection, parfois amplifier la solitude, parfois suggérer que Punpun ferme les yeux, ou encore n'être qu'un ciel de nuit. C'est une manière d'exploiter le cadre interprétatif qu'offre la bande dessinée, avec ses ellipses de temps et d'espace entre chaque case, qui n'est pas toujours bien défini et qui peut donc être facilement ambigu sans que cela ne semble dénoter du reste de la narration plus classique. L'absence de bulle de pensée dans Bonnu Punpun me semble également importante à souligner. C'est un type de phylactère qui se retrouve dans l'énorme majorité des BD et le fait de choisir de ne pas en utiliser n'est pas innocent, surtout dans une BD qui se concentre beaucoup sur l'imaginaire et le monde intérieur. La pensée de Punpun se raconte de plusieurs manières. La première est une narration à la troisième personne, proche du roman. Elle est descriptive sur la scène qui entoure Punpun et son ressenti. Elle montre une approche très sensorielle d'un moment et n'est pas encore tout à fait conscientisée par un cadre de pensée qui formule tout ça avec les mots de Punpun. C'est amusant de constater que plus on se rapproche d'une formulation formelle d'un ressenti, plus le niveau d'abstraction de la mise en scène du contenu du ressenti est flou. Le texte à la troisième personne, qui est la sensation directe et sans filtre, est détaillée et précise. C'est la connaissance immédiate et intuitive que l'on a de son propre état mental. Ensuite, la pensée de Punpun est déjà plus concise, pour enfin arriver à l'expression orale qui est la plus sujette à l'interprétation pour le lecteur.
On perd beaucoup d'informations entre la première et la dernière étape, et cela montre une des difficultés à avoir une bonne communication entre êtres humains, surtout pour Punpun qui est très maladroit dans ses relations. Si on se dit que l'on peut appliquer ce processus à chaque personnage qui traverse ce manga, on se rend compte du gouffre énorme à franchir pour réussir à optimiser sa communication par le dialogue. Donc je disais que l'absence de bulles de pensée était à souligner. Effectivement, Asano aurait très bien pu ajouter ce mode d'expression à sa palette en utilisant ce type de phylactère très classique. Je pense que l'on peut l'interpréter de cette manière. Les bulles de pensée classiques donnent un aspect trop concret à la pensée. Ce sont déjà presque des bulles de dialogue. Ce type de mise en scène classique est très bien pour représenter un dynamisme entre le dialogue, l'action et la réflexion. Le fait d'au contraire isoler davantage la pensée de Punpun d'une scène peut appuyer sur certains aspects selon le moment choisi. Positionner la pensée en vis-à-vis du dialogue et de la scène est quand même une sorte d'anomalie de la narration à laquelle on est habitué dans la BD. Cela rappelle le cinéma muet où le texte s'affichait après que la scène était jouée, mais aussi le roman où les descriptions et les dialogues se succèdent les uns après les autres. Je trouve que ce parti pris apporte une mise en valeur de l'importance du texte et aussi du décalage entre la parole et la réception de l'interlocuteur. Cela appuie un élément qui est assez inconscient quand on est pris dans le flux de lecture d'une BD. On analyse rapidement l'image pour ensuite lire le texte. Ici, en séparant la vue de la parole, cette caractéristique habituelle d'une lecture de BD est marquée pour que l'on ait moins l'impression de simultanéité que l'on se reconstruit mentalement. Le temps de la pensée n'est plus celui de l'action. Je vais me diriger doucement vers la conclusion de la vidéo en donnant mon interprétation de l'aspect méta de Bonu Punpun qui reste ambigu sur la part de fantastique que le récit possède. J'ai une interprétation assez matérialiste sur les tripes de Guru et les visions de Kocchan, un des amis d'enfance de Punpun. Je n'y vois que des délires de personnes dont le monde intérieur et imaginaire a trop débordé sur la réalité. On peut même probablement y voir des conditions pathologiques. En tout cas, c'est ce que l'auteur m'a semblé davantage défendre comme point de vue dans son livre. L'autre pendant extrême est représenté par Seki, qui est assez désabusé par le monde et ne donne pas l'air d'avoir un quelconque univers imaginaire. Cependant, il réussit à faire preuve d'une certaine morale malgré tout, et fait des efforts pour aller de l'avant. Kocchan et Seki représentent tous deux une sorte de débordement. L'un a un univers imaginaire prenant le pas sur la réalité, l'autre est de base très nihiliste. Cependant, Seki est là pour soutenir Kocchan quand celui-ci va jusque mettre sa vie en danger à cause de son état, et le récit donne l'air de davantage, entre guillemets, donner raison au matérialiste Seki. Ils forment un duo très touchant et quand on les voit, on peut espérer que les deux amis finiront par trouver un équilibre ensemble. Pourtant, pendant la lecture, on a une sorte d'intuition qu'il se passe quelque chose de méta dans cette BD. Des coïncidences bizarres, la figure commune d'un dieu photoréaliste présente chez plusieurs personnages et qui semble être une sorte de malédiction. L'auteur semble transgresser certaines règles et briser le quatrième mur sans jamais non plus être trop explicite. S'il y a bel et bien une part de fantastique de ce manga, je mettrai mes billes sur la mangaka Sachi. Sachi est quelqu'un qui tente de contrôler au mieux sa vie, elle se fait refaire le visage, elle se fixe des buts et travaille dur pour les atteindre. Je recoupe de nouveau avec le fait qu'un dessinateur représente sa vision du monde par le dessin, et Sachi s'est littéralement fait redessiner son ancien visage qui ne lui convenait pas. De manière plus large, ce personnage donne l'air d'avoir une pensée magique, une sorte de phénomène d'égrégore assez discret qui fait que le récit lui offre ce qu'elle demande. J'aime bien considérer ça comme un pouvoir méta. L'auteur, Inyo Asano, exauce les souhaits de sa collègue mangaka en manipulant le perso du prophète qui dit entendre Dieu lui parler. Sachi promet d'accomplir une vengeance et celle-ci est opérée par le prophète conduit par les voix dans sa tête, accusant la victime d'être le mal. À aucun moment, Sachi ou le prophète n'interagissent ensemble et malgré sa promesse de vengeance, on ne voit jamais Sachi agir directement pour effectivement se venger. Voilà donc la conclusion. En se réappropriant des constructions classiques de la BD, Asano découvre un nouvel ensemble de règles à exploiter pour raconter au mieux son récit et servir son propos. Il fait partie de ces auteurs expérimentateurs qui viennent troubler nos habitudes de lecture tout en gardant un socle commun pour rester accessible et ne pas nous perdre complètement. C'est un beau compromis de narration entre la BD underground, parfois hermétique, et la BD plus mainstream. En espérant que ce nouveau format vous ait plu, je vous remercie pour votre temps de cerveau et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.